10 ans. Il y a 10 ans, en 2012, j'allais au Mondial de Paris pour aller voir toutes les nouveautés automobiles de la rentrée de cette année-là et rêver un peu face aux stands de marques prestigieuses comme Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin et bien d'autres. Alors cette année, en 2022, le Mondial de l'automobile existe toujours, mais je pense qu'il n'est vraiment plus que l'ombre de lui-même, hein, vu la quantité de marques qui n'y sont plus. C'est déjà un peu le cas avant Covid, faut pas se le cacher. Apparemment, il n'est plus trop dans l'air du temps de fêter l'automobile, de rêver avec l'automobile, et surtout pas en centre-ville. Alors j'aurais bien voulu y aller au Mondial de l'automobile cette année, parce que ça faisait 10 ans que je n'étais pas allé et j'aurais aimé assister à l'événement de la réouverture. Mais sachant que les marques ne sont pas là, je vais vous faire une liste non exhaustive. Alfa Romeo, Audi, Aston Martin, BMW, Citroën, marque française à domicile, Fiat, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes, Opel, Polestar, Porsche, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo. Bref, toutes les marques qui font le marché européen ne sont pas là. On n'avait guère que Renault, Peugeot, DS et Alpine pour représenter les Français et les Européens. Donc je me suis dit c'était vraiment pas la peine que je fasse l'effort de payer le déplacement, plus les entrées et tout ça, pour ne pas voir toutes les marques qui font le marché. Et c'est sans parler même de toutes les marques de prestige que je vous ai citées un peu plus tôt, qui elles non plus ne sont pas là. Et ce que je regrette d'autant plus, c'est que la nature ayant horreur du vide, ce sont de nouvelles marques qui sont arrivées dans le mondial de l'automobile, des marques asiatiques peu connues, en tout cas en Europe, surtout des marques chinoises, mais aussi vietnamiennes, je pense à VinFast, et quelques startups un petit peu farfelues, françaises ou pas, autour de véhicules électriques ou hydrogène. Bon, ceci étant posé, est-ce qu'il y avait des nouveautés intéressantes dans ce mondial de l'automobile? Alors je dirais non, parce qu'il n'y en avait pas plusieurs, il n'y en avait qu'une, et je vous en parlais à la fin, parce qu'avant il y a 3 autres modèles exposés que je voudrais aborder, et dont je ne sais pas trop quoi penser. Le premier, c'est la Peugeot 408. Alors Peugeot est arrivé avec cette voiture, qui est une nouvelle race de berline un petit peu surélevée avec des grandes roues, et qui je pense est la bonne réponse pour ceux qui souhaitent une grande voiture habitable mais qui ne veulent pas de SUV. Lorsqu'ils ont renouvelé la 508, Peugeot est allé sur un design extrêmement agressif et on va dire athlétique, ce qui laisse pas beaucoup de place et pas beaucoup d'espace, là où la 508 de première génération était quand même assez spacieuse et pas mal utilisée en véhicule de transport de personnes. Je pense que cette nouvelle 408 corrige ce que la 508 a perdu, à savoir apporter beaucoup d'espace dans une silhouette et un design beaucoup plus original que les boîtes sur roues que sont les SUV. Le seul problème selon moi, c'est que cette 408, il lui manque des moteurs adaptés à l'époque. Alors elle va arriver en électrique d'ici 2024, mais apparemment ce ne sera pas avec une batterie plus grande que ce qui existe sur la 208. Alors une batterie de 52 kWh sur une 208, c'est très très bien, mais sur une voiture de la taille et du prix d'une 408, je demande à voir. Non, ce qui lui manque à cette voiture selon moi, c'est une chaîne de traction hybride haute tension, comme le font les Japonais, les Coréens ou même Renault aujourd'hui, qui est selon moi la meilleure solution pour continuer de vendre du thermique jusqu'en 2035. Parce que le surcoût de ces systèmes est assez faible par rapport à des hybridations rechargeables comme ce que Peugeot nous propose depuis la sortie du 3008 hybride. Et je pensais que ça allait arriver sur la 408 et aussi sur d'autres modèles dans la gamme Peugeot, le 3008 et le 5008, puisque Peugeot avait noué un accord d'ingénierie avec Punch Powertrain qui fabrique des boîtes de vitesse pour concevoir une boîte de vitesse qui supporte une hybridation non rechargeable. Et je pensais que ça allait donner quelque chose d'aussi bonne qualité que ce que propose Toyota ou le groupe Hyundai Kia. Mais en tout cas sur le papier, de ce que j'en ai lu dernièrement, ce serait une hybridation non rechargeable mais basse tension, donc limitée à 48 volts, avec forcément les limitations qui s'imposent en termes de puissance électrique. Alors on ne serait pas sur une hybridation 48 volts en mode stop and start amélioré comme la plupart de ces systèmes. On serait proche d'une hybridation haute tension qui permettrait de rouler en 100% électrique, un peu comme ce qu'a fait Fiat sur les dernières Fiat 500X hybride et Jeep Renegade hybride, mais on sera absolument pas au niveau d'efficience que l'on peut obtenir
avec un système haute tension comme ce qu'il y a, je vous l'ai dit, chez Toyota, chez Renault, chez Ford, chez Hyundai et tous les autres. Donc voilà, pour cette 408, gros point d'interrogation en ce qui concerne les versions thermiques. Donc voilà pour cette 408, une très bonne voiture je pense, très statutaire, très belle, très habitable, mais qui sur le plan mécanique à mon avis ne sera pas tout à fait au niveau attendu. La deuxième nouveauté du modèle de l'automobile de laquelle je ne sais pas quoi penser, c'est le Renault Austral. Le Renault Austral qui est en fait le Kadjar de deuxième génération. Et là où Renault pensait s'en sortir sur le marché juste en recarrossant un Nissan Qashqai, Peugeot est arrivé en 2016 avec un 3008 entièrement nouveau, avec une nouvelle plateforme, de nouveaux moteurs, de nouvelles boîtes, tout nouveau et des prestations bien au-dessus. Et on peut dire que même si le Kadjar s'est correctement vendu, il n'a pas eu la place que Renault aurait voulu pour lui. Et Renault souhaite corriger le tir aujourd'hui avec l'Austral. Et je pense que le design et les premiers essais des journalistes nous montrent, ils ont vraiment voulu se mettre au niveau du Peugeot 3008. Seulement pour moi, l'Austral a deux limites, et ça, c'est le marché qui va nous dire si ça pose problème ou pas. D'une part, c'est que le design, il n'est pas aussi neuf que ma Mégane électrique. Au niveau, par exemple, des signatures lumineuses ou de la forme des feux, on a quelque chose qui est plus proche de ce qu'il y a sur la Capture ou la dernière Clio. Et on sent que les équipes de Gilles Vidal ont dû en rajouter à la dernière minute pour que la voiture colle un peu plus à ce qui va sortir dans les années à venir, que ce soit la nouvelle Renault 5 ou même cette Mégane électrique. Et la deuxième limite pour moi du Renault Austral, c'est qu'un SUV spacieux, familial on va dire, bien assemblé, bien équipé, disponible avec des motorisations hybrides très efficientes, et ça existe déjà chez Renault, ça s'appelle le Renault Arcana et ça se vend déjà très bien à des prix presque abordables. Et je crains justement que cet Austral ne soit pas assez différent pour la clientèle Renault que l'Arcana en ce qui concerne l'achat d'une voiture spacieuse et familiale. D'autant que les motorisations hybrides de l'Arcana se basent maintenant sur un 3 cylindres turbo plutôt que sur un 4 cylindres Atmo, avec ce que ça implique en termes de coût pour Renault et éventuellement de fiabilité. Le seul avantage que l'Austral a pour lui, et qui est pour moi quand même non négligeable, c'est la présence de la tablette Android Automotive que je connais bien sur ma Mégane et qui est vraiment d'excellente qualité. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Sachant que l'Arcana dispose lui aussi d'un écran vertical, lui aussi d'une information numérique, et que le système EasyLink de Renault est loin d'être mauvais, il est plutôt efficace, c'est celui que j'avais sur ma Twingo. Et associé bientôt à CarPlay sans fil et Android Auto, je pense que c'est un système qui est largement suffisant pour une utilisation au quotidien. Donc voilà pour ces deux nouveautés françaises, qui je pense sont des voitures très bien, mais est-ce qu'elles seront adaptées à leur marché ? Ça je demande à voir. Et avant de vous présenter la nouveauté qui pour moi est la plus intéressante du mondial, je voudrais vous parler d'un véhicule qui a été exposé et qui est pour moi un gros flop, et j'espère que ça va pas être le cas de la version de série, mais bon, faudra voir. C'est le concept de Renault 4L électrique. Alors j'ai pas compris ce concept. Pour moi la Renault 4L c'est vraiment une voiture qui est censée être simple, rustique, efficace et sans chichi. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a un SUV surdimensionné, complètement vulgaire avec les extensions de carrosserie et les roues grand format pour le rallye raid. Je pense que c'est vraiment trop. Autant je trouve ça assez juste de ressusciter la Renault 5 pour refaire vivre un peu la marque Renault lors de sa transition vers le 100% électrique d'ici 2035. Et je pense que la voiture sera réussie, on verra bien l'année prochaine. Mais autant cette Renault 4L façon SUV, moi j'y crois pas. Pour moi la Renault 4L des temps modernes, c'est la Dacia Spring, c'est électrique, c'est pas très cher, c'est économique à l'usage, c'est simple, c'est efficace. Et ce serait parfait si c'était fabriqué en France ou en Europe. Et soit dit en passant, j'espère sincèrement que les constructeurs européens ne vont pas laisser aux constructeurs chinois le marché des petites voitures comme le sont la Spring, la Twingo, la e-Up et toutes ces petites voitures électriques abordables et efficaces. Et venons maintenant à la nouveauté qui m'a vraiment plu au Mondial de l'Automobile 2022 et que j'ai vraiment hâte de voir en vrai. Alors cette nouveauté, c'est une Fiat et je parle de la Jeep Avenger. C'est formidable, c'est conglomérat industriel Fiat qui rachète Chrysler et puis qui devient FCA, puis après Peugeot Citroën qui rachète Fiat Chrysler et tout ça devient Stellantis. Et ça nous fait un partage de pièces
absolument dingue entre les voitures. Et ça a aussi quand même pas mal de qualité. Alors ça fait pas longtemps que Peugeot et Fiat Chrysler ont fusionné, environ 2 ans. Et la stratégie pour redresser la partie Fiat Chrysler était assez claire. C'était sortir de nouvelles voitures et qui se vendent. Donc Carlos Tavares est allé voir ce qui se vend dans ces marques Peugeot, Citroën, Opel. Il a vu que ce qui se vend bien et qui fait de la marge, c'est le 2008, c'est le Moka, c'est le DS3 Crossback éventuellement. Et donc c'est vers ce segment en priorité que les marques du groupe Fiat Chrysler vont s'orienter. Donc la partie Peugeot du nouveau groupe a permis à la partie Fiat Chrysler d'utiliser la plateforme iCMP, donc qui est la plateforme qui est sous les 208 et 2008 dont je vous avais déjà parlé, pour développer des petites voitures électriques au cœur du marché européen à partir de l'année prochaine, on va dire. Et donc la Jeep Avenger est le premier gâteau sorti de ce nouveau moule Peugeot, Citroën, Fiat Chrysler, avec des bouts de plateforme iCMP issus de chez Peugeot Citroën ex-PSA et des bouts de Fiat 500 électrique, notamment en ce qui concerne le design intérieur et le logiciel des écrans. Parce que c'est ça qui est assez frappant lorsqu'on regarde l'intérieur de la Jeep Avenger. Moi je connais bien la Fiat 500 électrique, j'ai exactement l'impression de voir la même voiture, avec le rappel de couleurs sur le tableau de bord, avec les aérateurs intégrés dans toute la largeur, avec l'écran ultra large 10,25 pouces, l'instrumentation numérique, les commandes de vitesse qui sont exactement les mêmes que sur la 500 électrique. Je suis pas perdu. Et donc cette version 5 portes de Fiat 500 électrique, on va dire, elle va être fabriquée dans l'usine historique de Fiat en Pologne, à Tichy, là où sont assemblées toutes les Fiat 500 modernes, sauf l'électrique, depuis 2007. Au-delà de la Jeep Avenger, on aura une version Fiat de cette voiture, une version Alfa Romeo et même une version Lancia. Et je suis curieux de voir à quoi tout ce petit monde va ressembler. Et là où l'intérieur de l'Avenger fait très Fiat 500, l'extérieur, je trouve, est très réussi et s'inscrit bien dans la marque Jeep. Et c'est pour moi ce que ça donnerait si Jeep voulait faire une Peugeot 208. Parce qu'il faut bien se rendre compte des dimensions de la voiture, elle est seulement 2 cm plus longue que la 208. C'est 22 cm de moins qu'un Peugeot 2008. La voiture la plus petite qu'on connaissait sur cette catégorie de, entre guillemets, petit crossover, c'est le Volkswagen T-Cross. Et même le Volkswagen T-Cross est plus long que cette Jeep Avenger. Donc c'est vraiment une toute petite voiture. Et moi j'aime bien les petites voitures, vous avez pu le voir avec la Mini ou la Twingo. Alors une voiture qui est dérivée de la 208 mais qui corrige pour moi pas mal de défauts de la 208. À savoir, on aura un logiciel dans l'écran central qui sera bien meilleur puisque apparemment c'est le même que celui de la Fiat 500 électrique. On a des commandes de climatisation chauffage physique avec la rangée de boutons en dessous de l'écran. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus ergonomique, mais ça restera largement mieux que de devoir passer par l'écran tactile. On aura un coffre qui sera plus grand que la 208, alors que la voiture sera guère plus longue. Et à vérifier, mais je pense qu'on aura peut-être un peu plus de place à l'arrière de la voiture, en tout cas au niveau de la hauteur, vu le format un peu plus crossover de l'Avenger. Et cet Avenger va aussi bénéficier de tous les progrès de la Peugeot 208 électrique, à savoir une nouvelle batterie avec des cellules CATL un petit peu plus denses que celles fournies initialement pour la 208 électrique. Donc on passerait de 50 kWh embarqués à 52 kWh embarqués. Donc c'est toujours ça de prix. Et surtout un nouveau moteur électrique annoncé comme étant bien plus efficient que PSA a développé avec le japonais Nidec et qui sera vraiment fait sur mesure pour cette plateforme. À la sortie de la 208 électrique, le développement et la mise au point de la voiture s'étant fait tellement rapidement, Peugeot n'a pas eu d'autre choix que de prendre un moteur Continental sur étagère sans plus d'optimisation. C'est pour ça que les consommations relevées sur les premières 208 électriques étaient loin d'être les plus efficientes. Alors c'est dommage, mais au moins Peugeot n'a pas trop traîné pour corriger ses défauts. Et grâce à ce nouveau moteur et à une batterie un petit peu plus grande, et ben la Peugeot 208 électrique comme la Jeep Avenger et même la 308 électrique aussi chez Peugeot, annonce des autonomies homologuées à 400 km. Donc il faudra voir dans la vraie vie à quel point on s'en rapproche. Mais 400 km d'autonomie homologuée WLTP pour des capacités de batterie utiles autour de 48 kWh, c'est vraiment très très bien. Et en bonus au mondial, Jeep nous a même annoncé
qu'il travaillait sur une version 4 roues motrices à 2 moteurs de l'Avenger. Je pensais pas qu'il le ferait, puisque la plateforme n'a pas été spécialement conçue pour ça. Mais ce sera vraiment intéressant à suivre, puisque si cet investissement arrive sur la Jeep Avenger, ça voudra dire qu'on aura possibilité un jour peut-être d'avoir 4 roues motrices sur un Peugeot 2008 électrique, une DS3 électrique ou un Moka électrique chez Opel. Et le tout avec des performances assez fulgurantes, puisque qui dit 2 moteurs dit puissance nettement supérieure aux 156 chevaux, 115 kW annoncés pour la version 2 roues motrices. Donc franchement, ce qui est le plus à craindre de la Jeep Avenger, ce sont les prix. Je crains que la marque Jeep ne se fasse payer au prix fort et qu'on arrive à des tarifs astronomiques, bien plus élevés que la 208 électrique ou voire même que le 2008 électrique. Sachant que le 2008 électrique ne fait pas spécialement des étincelles au niveau commercial à cause justement de son prix très élevé et des prestations électriques, notamment en termes d'autonomie, inférieures à celles de la 208. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce mondial de l'automobile un petit peu triste de 2022, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que vous avez pensé des nouveautés, que ce soit les nouveautés françaises dont je vous ai parlé, la Peugeot 408 ou le Renault Austral, ou même les nouveautés asiatiques, j'en ai pas parlé, mais il y en a eu beaucoup, chez BYD, chez Great Wall, ou même chez VinFast. Qu'est-ce que vous pensez de la 4L façon Dacia Duster ++? Qu'est-ce que vous pensez de la Jeep Avenger et de toutes les nouveautés électriques qui vont venir chez Fiat, Lancia, Alfa Romeo? Je serais très intéressé de le lire, comme d'habitude. Merci encore pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.